Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. EPBD, si vous ne connaissez pas cet acronyme, c'est le moment de vous mettre à la page. Car cette directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, en train d'être révisée à Bruxelles, sera très ambitieuse dans sa version future. Très ambitieuse, comprenez, très exigeante et tournée vers un objectif finalement assez simple, selon lequel, avant 2036, 45% de tous les bâtiments existants en Europe devront avoir été rénovés pour être mis aux normes environnementales. Objectif intellectuellement simple à comprendre, mais sur lequel certains députés, comme par exemple le français François-Xavier Bellamy, s'interrogent. Et pour discuter de ce texte et de l'analyse qu'on peut en faire pour le moment, j'ai invité Pierre Othus, délégué général de Pluriance. Pierre Othus, bonjour. Bonjour. La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments existe depuis bien des années. Elle a été aussi révisée à plusieurs reprises. Une nouvelle révision est toutefois en cours et force est de constater que la future version du texte est bien plus contraignante. Alors, que pensez-vous, tout d'abord, de ce choix de la part des législateurs européens d'une politique de rénovation énergétique des bâtiments, d'abord très contraignante et surtout bien plus contraignante et pas du tout incitative, étant précisé que le gouvernement français soutient le texte. Oui, alors ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut absolument parler de cette directive européenne parce qu'elle va compter beaucoup dans le paysage français et européen, a fortiori. Elle va même peser. Elle va peser énormément et les contraintes qui vont être décidées, qui sont en cours de vote, je crois que la commission ITRE l'a voté ce matin, va imposer des choses bien plus difficiles que ce qu'on s'impose aujourd'hui en France, alors même qu'on se dit déjà en France que les contraintes que le gouvernement nous impose depuis la loi climat sont déjà très importantes, vont nous porter des projets très difficiles à mener, de travaux, de votes, de financement des travaux. Et cette Commission européenne a décidé que ce serait non pas simplement le parc locatif de location, privé et public, mais aussi tous les bâtiments. Oui, en fait, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment en général. Il faut bien se dire qu'à l'horizon 2033, la classe énergétique visée, c'est la lettre D, l'équivalent de ce qu'on peut appeler la lettre D chez nous. C'est colossal. Oui. C'est énorme. Et donc, je pense qu'il va falloir peut-être aménager cette directive et que la Commission européenne, dans sa méthode de travail, puisse se dire, en fait, il faut que je mette en place les grandes règles sans rentrer dans le détail. Je rappelle quand même que le logement n'est pas une compétence de la Commission européenne ni du Parlement européen. Ça l'est indirectement via l'énergie, mais la directive telle qu'elle est révisée entre vraiment quasiment dans une politique du logement à l'échelle européenne, ce qui n'est pas la compétence de la Commission. Mais comment se fait-il qu'il s'arroge cette compétence et qu'il puisse aller aussi loin alors ? Ce sont des habitudes qui sont prises au fur et à mesure du temps, de grappillement. Je ne rentre pas dans le débat de la souveraineté européenne vis-à-vis des États membres, mais par l'intermédiaire de leur politique énergétique, qui là est une compétence de l'échelon européen, eh bien, ça vient impacter une politique du logement. Parce que quand vous dites qu'il faut rénover plusieurs centaines de millions de logements à l'échelle européenne, eh bien, vous menez une politique du logement parce que par effet de cascade, eh bien, vous interdisez des mises en location, vous interdiserez peut-être des mises à la vente, et donc vous faites disparaître du logement et donc vous raréfiez l'offre. Je crois qu'aujourd'hui, on a plutôt besoin d'intensifier l'offre, d'encourager le marché, les investisseurs, les professionnels qui gravitent autour de cela pour mettre à disposition un certain nombre de logements de bonne qualité énergétique, mais il n'y a pas que ça dans la politique du logement, et en tout cas ça doit être mené à l'échelon de nos États. Comment se fait-il que cette révision de la directive soit mise en œuvre alors même que, hors micro, vous me disiez que par exemple chaque État européen n'a pas la même version du DPE ou qu'il y a des questions de disparité très fortes sur la qualité du logement entre les États membres déjà ? Donc comment est-ce qu'ils travaillent pour en arriver là ? Il y a un grand enseignement que la Commission européenne et le Parlement européen devraient tirer de ce qui s'est passé en France. On parle du DPE, tous les pays européens n'ont pas un DPE. Il n'est pas calibré de la même manière, ils intègrent plus ou moins
les gaz à effet de serre, etc. Et surtout, ce qui a été décidé dans la loi climat en France n'a pas été accompagné d'une étude d'impact relativement claire qui permet de savoir combien de logements vont être concernés, quel est l'impact du changement des règles de calcul du calculateur du diagnostic de performance énergétique, etc., avec des simulations in situ, etc. Bon, si vous ajoutez tous les paramètres européens autour de ça, sur chacun fait aussi ses formules de calcul, son propre DPE, ses propres règles, ses propres typologies de logement, etc., ça devient extrêmement compliqué. C'est pour ça que je disais que l'Union européenne doit mener des politiques globales avec des objectifs généraux, de donner les grandes lignes et que les États puissent appliquer avec souplesse ces grandes lignes pour être adaptés à ce qui est au terrain. Déjà au niveau français, on a du mal à appliquer territoire par territoire la politique énergétique, de rénovation énergétique, de transition énergétique du bâti. Imaginez à l'échelle européenne pour se mettre d'accord sur quelque chose qui ferait consensus quelque part. Le député européen François-Xavier Bellamy, lui, a pris la peine de publier une vidéo justement pour alerter les citoyens français sur cette situation. Il s'inquiète notamment, mais pas seulement, de la capacité des Français à financer cette marche forcée vers la performance énergétique pour le parc immobilier français. Est-ce que vous partagez son point de vue sur l'impasse financière dans laquelle beaucoup de Français seraient placés par application de ce texte qui s'ajoute déjà aux obligations qui nous sont déjà imposées ? Alors je ne voudrais pas être peut-être aussi pessimiste que le dit François-Xavier Bellamy, parce que cette question qu'on se pose de la transition énergétique dans le bâti, c'est aussi une formidable opportunité. C'est une opportunité de valorisation du patrimoine, c'est une opportunité d'amélioration de la qualité quotidienne pour les occupants des bâtiments. Pour les investisseurs, ça renchérit évidemment donc, leur patrimoine et ça le valorise. Mais c'est vrai que, attention, si on va trop loin, et il me semble que la Commission européenne va trop loin aujourd'hui dans ses obligations à venir, eh bien, on peut avoir un impact évidemment social et aussi un impact patrimonial sur des bâtiments que nous avons en France et que nous protégeons au maximum. Tous ne sont pas classés, mais beaucoup de bâtiments en France ont un caractère patrimonial, si je puis dire. Et donc les conséquences pourraient aussi impacter cela. Je ne pense pas qu'il faille faire table rase de tout un tas de bâtis qui seraient devenus obsolètes quand bien même ils seraient beaux pour construire le bâtiment parfait en cube qui ne consomme pas ou peu d'énergie, que ce soit en été ou en hiver. Donc il pointe du doigt quelque chose de réel, il a raison. J'essaie tout de même d'être assez optimiste parce que dans toute difficulté, il faut trouver une opportunité, y voir une opportunité, et on peut retourner le problème, à condition de ne pas être contraint trop grandement par des règles qui deviendraient complètement déconnectées de la réalité. Oui, mais d'ailleurs, il pointait véritablement la méthode de travail et l'aspect très contraignant du texte, qui, vous l'avez dit il y a un instant, n'est pas forcément la bonne méthode de travail au plan européen, qui ne devrait donner que les objectifs à atteindre, en laissant les États disposer de la capacité de mettre en place un calendrier et, par exemple, des obligations qui soient progressives. Tout à fait. Je rejoins François-Xavier Bellamy sur ce point. On a déjà des objectifs 2050 sur un tas de choses. Il y a des engagements pour le climat avec les COP sur le climat diverses qui se succèdent d'ailleurs, mais on a pris à Paris des engagements très forts en ce sens. Il y a toute une réflexion à avoir aussi sur la production de l'énergie, et je ne vais pas refaire le débat du mix énergétique en France, ce n'est pas mon domaine, mais ça fait partie quand même de l'équation. Et donc, la méthode, ce serait plutôt aller vers ce chemin, décliner comme vous le souhaitez, en accord et en décision démocratique avec vos peuples, pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. On a du mal à le faire en France, on a un calendrier extrêmement contraint qui est souvent dénoncé à raison parce que justement le temps de la copropriété, le temps de la mise en chantier, de la disponibilité des personnels qualifiés et des matériaux n'est pas forcément le temps politique, et donc il faut remettre en adéquation le temps politique avec le temps pratique, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc là, il faut être attentif parce qu'on nous rajoute une couche, entre guillemets, au niveau de l'échelon européen. Ce n'est pas encore complètement voté, il y aura peut-être des orientations différentes qui vont être prises.
et on compte beaucoup sur la France et ceux qui représentent la France aux instances de la Commission européenne et du Parlement pour orienter les choses de manière plus pratique, plus pragmatique, pour remplir des objectifs sans faire de la casse sociale ni de la casse patrimoniale. Mais si vous me permettez, vous parlez de temps politique. Certains diront plutôt une déconnexion de l'État français et de l'Europe. L'Europe, ou en tout cas on le dit souvent, mais aussi une déconnexion de l'État français, de l'Élysée, de Matignon, avec les réelles possibilités du pays et des Français eux-mêmes. Oui, et puis il y a une accumulation de facteurs qui font que les décisions qui ont pu être prises peut-être sous le coup de l'émotion à un moment donné, ça remonte déjà un petit peu, de l'enthousiasme. Il y a une crise énergétique qui s'est surrajoutée, l'inflation qui commençait déjà, une pénurie de matériaux qui était déjà très forte dès 2020, notamment dans les matériaux qui servent à la construction, rénovation, à l'isolation et les matériaux des technologies thermiques. Effectivement, je dirais pas déconnexion parce que je veux pas faire du populisme, quoi que ce soit, mais c'est vrai que parfois, pour des raisons purement politiques, d'accords circonstanciés politiques, on peut prendre des mauvaises décisions. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut reconnaître que certaines décisions ont pu être prises à contre-temps, qui ne sont pas adaptées, et qu'on peut corriger le tir. On peut toujours sans cesse s'améliorer, se remettre en question et mener une politique, non pas totalement opposée, qui changerait du tout au tout, ça n'a pas de sens, il faut avoir de la cohérence, mais de pouvoir peut-être réorienter les choses au regard de ce que l'on constate vis-à-vis d'une politique qui a été prise. Aujourd'hui, je pense que c'est ce dont nous avons besoin, plutôt que d'essayer de maquiller la mariée en disant tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu'en fait, on est un peu dans une voiture qui klaxonne, qui fonce dans un mur et qui risque de rentrer dans le mur. C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur, je crois. Oui, restons pratiques. Est-ce que selon vous, la filière immobilière au sens large, donc incluant le bâtiment, est en capacité actuellement d'envisager un chantier national XXL, on va dire, de la performance énergétique des bâtiments en France ? Oui. Je pense que la filière est en capacité, la filière en général, des artisans du bâtiment jusqu'aux professionnels, les propriétaires investisseurs, les banques, etc. Tout ça se met en branle, sauf que la temporalité dans laquelle on s'inscrit n'est pas la bonne. Tout simplement, par exemple, quand on dit qu'il y a un plan pluriannuel de travaux dans une copropriété qui est voté, et bien sur 10 ans, peut-être que c'est un peu trop long. Peut-être faut réfléchir à 5 ans. Quand on dit que les locations vont être interdites en 2025 pour les classes énergétiques G, alors il y a déjà ce qu'on appelle les G+, qui ont été interdits le 1er janvier, est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'il faut décaler un petit peu cela, ou en tout cas trouver des dérogations permettant de dire bah oui, mais on a fait tout ce qu'il fallait, sauf que ça ne vote pas. On n'a pas les financements. Et donc d'adapter et de donner de la souplesse plutôt que des dates butoirs couperets du jour au lendemain. Je rappelle quand même qu'en 2025, la date du 1er janvier 2025, elle est couperée. C'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un dans le logement ou pas, le logement devient indécent. Même intellectuellement, pour un occupant ou pour un propriétaire, un investisseur ou un administrateur de biens qui gère les biens, eh bien, il se dit mais ça n'a aucun sens. Le vocabulaire est très mal choisi. Ça n'a aucun sens. Quelle est la position de Pluriance sur cette nouvelle version de la directive ? Et comment travaillez-vous ? Voilà, on travaille en étroite liaison avec les syndicats, puisque Pluriance, je le rappelle, n'est pas un syndicat professionnel, mais nos membres sont eux-mêmes membres de syndicats professionnels. Nous avons des gens qui travaillent à Bruxelles, nous essayons d'alerter, nous écrivons des rapports, nous faisons des retours sur ce qui se passe en France, parce que souvent la France fait école quand même en Europe, encore, et donc ça permet justement de corriger le tir. Alors, on n'est pas les seuls, il y en a d'autres qui disent d'autres choses, on confronte nos idées, on discute, on échange. Après tout, c'est ça, le lobbying, le vrai lobbying transparent, c'est d'aller porter des idées, le relais de la société civile, et puis de soutenir un certain nombre d'idées pour que les politiques publiques puissent être menées sereinement et dans de bonnes conditions. Alors, la position de Pluriance, elle est très simple, c'est attention, attention, on en a déjà pas mal en France. Ne nous surajoutons pas ça qui viendrait encore bouleverser les règles et potentiellement changer. Vous savez, il y a des propriétaires ou des copropriétés qui ont fait des travaux et puis qui ont fait des diagnostics, des audits énergétiques en 2020 et puis se sont retrouvés quelques mois après avec un nouveau diagnostic pour le même bâti, avec les mêmes travaux qui ont été réalisés, avec une lettre de classement énergétique un peu différente.
si ça recommence dans 2 ans, ça risque sérieusement de coincer. Et dernière question, quand je vous ai proposé cette interview, avant même de savoir quel en serait le sujet, vous m'avez répondu très spontanément « Oh moi je suis très optimiste pour 2023 ». Alors, est-ce que vous, après avoir évoqué par exemple cette nouvelle version de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, vous êtes toujours optimiste? Et pourquoi cet optimisme ? Parce que quand on est investisseur dans l'immobilier, quand on travaille dans l'immobilier, qu'on a l'habitude de connaître les cycles de l'immobilier, etc., l'immobilier reste une valeur stable, refuge, qui reste là, qui ne bouge pas. Elle a l'avantage de ne pas se délocaliser. Les investissements se font dans le temps long. Je considère qu'il faut toujours rester optimiste, malgré les difficultés. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est de transformer l'adversité, les difficultés, les contraintes en une opportunité, essayer de tirer son épingle du jeu. Et donc, chacun peut trouver son créneau pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ce qui est difficile en revanche, c'est qu'effectivement, quand on a une multiplicité de règles qui tombent dans des multiplicités de lois différentes, avant on avait une grande loi sur le logement par quinquennat, maintenant il y a des véhicules législatifs toutes les semaines. Et donc c'est difficile à suivre. Donc notre rôle avec les syndicats et les associations, etc., de transmettre ce savoir, ces connaissances de changement, de modification des règles, ça devient de plus en plus compliqué et ça peut décourager certains, je l'entends. En revanche, moi je reste absolument optimiste. Alors peut-être parce que je suis la tête dans le guidon, à regarder les règles qui évoluent au jour le jour et que je suis peut-être un peu éloigné parfois de la pratique quotidienne du terrain, même si je la pratique aussi évidemment, je pense qu'il faut rester optimiste, absolument optimiste et transformer les difficultés en opportunités. Être placé au cœur d'une révolution, puisque c'est ça, hein, le bâtiment, l'immobilier sont placés au cœur d'une révolution absolument énorme. Ça peut être aussi euphorisant, au fond. Oui, alors on peut être cette idée de participer à l'avenir et à la construction ou sauver l'avenir. De l'habitat, ou sauver l'avenir peut-être, ou de l'habitat du futur. Bon, je pense que chaque période a ses évolutions et ses révolutions. Mon rôle, je pense, en tant que représentant des groupes qui sont au sein de Pluriance et plus largement au sein du monde de l'immobilier, la grande famille de l'immobilier, c'est peut-être de lancer des alertes sur telle ou telle difficulté qui serait vraiment irrévocable pour le quotidien des gens qui utilisent ces logements, qui vivent dans ces logements. Donc, effectivement, alors l'euphorie, je ne pense pas, la responsabilité, certainement, oui. Et faire usage de son sens critique et de son bon sens. Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre Othus. Merci.